Les Belges se sentent de plus en plus harcelés sur leur lieu de travail. C'est une étude qui est sortie cette semaine, Christophe. Oui, c'est une enquête du secrétariat social Sécurex qui montre une augmentation de toutes les formes de harcèlement, que ce soit l'intimidation, la discrimination, le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel n'est pas le plus important, mais c'est celui qui augmente le plus dans cette enquête, plus 28% en un an. Sinon, c'est l'agression qui est la forme de harcèlement la plus fréquente, la plus dénoncée, agression verbale ou physique. Un employé sur 5 se dit victime de ce genre d'agression, souvent de la part de quelqu'un d'extérieur à l'entreprise, que ce soit un client, un fournisseur ou un patient. Ensuite, les harceleurs sont des collègues et des supérieurs hiérarchiques aussi parfois. Dans un cas sur 4, c'est d'un supérieur hiérarchique que les employés se plaignent de harcèlement. Bon, on va tenter d'aider toutes ces personnes cet après-midi. Avec Dominique Lelubre, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue du travail et vous êtes aussi conseil en prévention psychosociale. Oui. Vous êtes étonné par ces chiffres qui sont sortis cette semaine ? Pas vraiment. Un petit peu que ça ait autant augmenté en si peu de temps, mais c'est un phénomène que je rencontre très fréquemment, le harcèlement et d'une manière générale le stress au travail qui augmente de plus en plus de par des comportements qui ne sont pas toujours adéquats. Donc qui évolue, qui s'aggrave depuis quelques années. Oui. Les chiffres d'incapacité de travail pour cause de burn-out, de stress, qui sont souvent liés à des cas de harcèlement, sont en augmentation. Alors c'est quoi le harcèlement ? Oui, à partir de quel moment on peut se sentir harcelé ? Comment ça commence ? Mais la limite est toujours très délicate, donc ce sont des comportements qui sont répétés, donc qui doivent être relativement fréquents. On ne peut pas parler de harcèlement pour un débordement, mais qui portent atteinte à l'identité, à l'intégrité de la personne et qui peuvent mettre en péril leur emploi. Et qui ont un côté intimidant, déstabilisant, qui tentent en fait qui est parfois insidieux aussi, qui n'est pas nécessairement très visible, peut-être pour l'entourage. Oui, parce qu'on se rend compte souvent que les personnes, les harceleurs entre guillemets, évite de faire ça de manière publique. Donc, c'est souvent sans témoin, où il n'y a pas de trace écrite. Et donc, la personne qui se sent victime de harcèlement a souvent des difficultés à le prouver, parce qu'elle doit constituer un dossier, oui. Et elle n'a pas grand-chose dans son dossier. Est-ce qu'on peut donner des exemples de faits de harcèlement très concrets pour que les gens puissent vraiment situer de quoi il s'agit, par exemple ? Des exemples. Ça peut être des moqueries, par exemple. Ça peut commencer comme ça. Ça peut commencer par des moqueries. Ça peut être aussi retirer le travail de la personne, c'est-à-dire la mettre sur une voie de garage, lui confier systématiquement des tâches inutiles, voire ridicule, et la personne va se sentir de plus en plus dévalorisée, va se demander qu'est-ce qu'elle fait là, et on va la pousser un petit peu comme ça dans des comportements de retrait par rapport à ses collègues. Ça peut être l'inverse aussi, lui donner trop de tâches, trop de travail, et en lui prouvant qu'elle n'est pas capable d'assumer... Ça pourrait, oui. Mais je pense que c'est moins fréquent. Donc là, on est dans une relation hiérarchique, employé-patron, pour le dire comme ça. Oui. C'est peut-être la forme de harcèlement la plus compliquée à contrer. Oui, parce qu'il y a un lien hiérarchique, un lien de subordination, et que la personne qui se sent victime a peur de perdre son travail. Et donc, elle va tout faire pour essayer de lutter, pour tenir le coup, et du coup, son état mental et son état de stress va ne faire qu'augmenter. Est-ce qu'on s'en rend toujours compte aussi qu'il s'agit de harcèlement ? Est-ce que les personnes qui viennent vous voir sont conscientes qu'elles sont harcelées ? Non, parfois non.
Parfois, elles viennent me voir parce qu'elles sont en arrêt de travail, parce que le médecin leur a dit, écoutez, il faut vraiment vous reposer. Et puis, quand elles racontent leur situation de travail, on se rend compte qu'il y a un harcèlement dont elles ne sont pas conscientes. Elles s'imaginent que c'est l'exercice normal de l'autorité. Et qu'elles sont peut-être parfois en faute. Il y a parfois même peut-être un sentiment de culpabilité. Oui, oui. C'est ce qui est encore... Et c'est souvent les collègues qui parfois viennent leur dire « mais c'est pas normal ». Alors, pour prendre cet exemple de problème de harcèlement avec son patron, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller tenter de discuter avec le patron ou immédiatement plutôt tenter de trouver une aide extérieure? Tout dépend des cas. C'est vraiment, ça c'est très difficile de dire il faut faire ça parce que chaque cas est unique. Moi je dirais que si la personne se sent capable d'aller en parler à son supérieur, qu'il le fasse. Sinon, il y a des personnes de confiance dans les entreprises, des conseillers en prévention psychosociale dans les services externes de prévention qui sont vraiment là pour aider les travailleurs. Je crois que la première chose à faire, c'est aller en parler à ces professionnels, des personnes compétentes. Dominique Lelubre, on disait les victimes ne sont pas toujours conscientes qu'elles sont harcelées. Est-ce que les harceleurs sont conscients qu'ils harcèlent? Pas toujours non plus. Pas toujours non plus. Et moi, dans mon cabinet de consultation, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'aide aussi parfois les harceleurs. Quand il y a eu une étude, une enquête, le harcèlement a été avéré, l'entreprise a pris des mesures préventives, a écarté le harceleur, l'a mis dans un autre poste et lui a donné des marches à suivre, ces gens sont super mal parce que parfois ils ont une révélation de se dire ouais, j'étais trop loin, et ils ont besoin d'aide aussi, ils sont aussi super stressés. Alors, une des formes de harcèlement, c'est le harcèlement sexuel. On a bien compris que ce n'était pas la première forme de harcèlement dans le monde du travail, mais apparemment, c'est quand même celle qui augmente le plus. Est-ce que vous pensez que le fameux mouvement MeToo, l'affaire Harvey Weinstein, ce producteur américain accusé d'agression sur des actrices, a libéré la parole? Oui, je crois sincèrement que notamment les résultats de l'enquête, là, sont probablement influencés par ces campagnes de sensibilisation et que ça devient moins tabou qu'avant. Ce qui veut dire que les femmes acceptaient certaines choses par le passé qu'elles n'acceptent plus aujourd'hui, certains comportements. Je pense. Et on voit vraiment de plus en plus les femmes ou les hommes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont harcelées sexuellement. Je pense qu'on ose plus dire « oh, là, ça ne me convient pas, il faut que je le dénonce. » quoi. Vous dites les hommes, certains hommes sont harcelés par leur patronne ou par leurs collègues aussi. Ça arrive, oui. Bien sûr. On l'oublie peut-être parfois. Il y a des harcèlements qui viennent de l'extérieur aussi, on le disait tout à l'heure en introduction, des clients qui peuvent ou des clients ou des fournisseurs, enfin des relations extérieures au travail qui peuvent se montrer agressifs. Comment on gère cette forme de harcèlement-là? C'est plus compliqué. Quand ce sont des clients, il y a la relation à la clientèle, mais là je pense qu'il faut vraiment faire appel à des collègues, essayer de dire voilà, est-ce que toi tu veux pas reprendre ce client-là parce que moi j'ai un problème avec lui. Mais je pense que tout ça est aussi le reflet du niveau de stress au travail qui augmente de manière générale dans la société, qui rend les gens plus agressifs, plus nerveux, plus sensibles. Et qui pourrait éventuellement les rendre harceleurs entre collègues dans un service. Oui. Ça veut dire que vous pratiquez depuis quelques années, ça veut dire qu'il y a plus de pression aujourd'hui dans le monde du travail, que vous le constatez vraiment, ça? Oui, vraiment. Et ça déborde sur la vie privée aussi. On voit que des parents deviennent des parents beaucoup moins à l'écoute de leurs enfants parce que la pression du travail les met dans un état de fatigue nerveuse, de charge mentale. Ils n'arrivent plus à gérer les interactions sociales comme ils les géraient avant. C'est quoi la solution? La solution, c'est d'essayer de manière générale de reprendre un petit peu le contrôle de sa vie par rapport à tous ces stress. Donc, de faire plus de sport, de balade dans la nature, de se recentrer avec des choses qui vont nous apaiser. Donc, avoir plus de relations sociales
humaine vraie, donc moins sur sa tablette, sur son smartphone, moins devant les écrans, d'essayer de retrouver quelque chose de plus humain. Un ancrage vraiment plus terre à terre. Oui. Et davantage cloisonné, vie privée et vie professionnelle. Peut-être, ne pas ramener, parce que maintenant son travail sur sa tablette et sur son téléphone, parce que c'est ça aussi qui arrive maintenant, c'est qu'à la maison, on continue à répondre à des mails. Tout à fait. Et il n'y a plus de porte entre les deux. On fait des choses privées au travail et vice-versa. C'est un symptôme qu'on appelle le blurring, le fait qu'il n'y ait plus de limite entre les deux, et ça perturbe quand même. Il y a un flou entre les deux mondes. Oui. Bon, on commencerait peut-être par ça. On va essayer. Un peu couper son téléphone de temps en temps. Je ne vous répondrai plus, Christophe, c'est terminé. C'est terminé, je ne vous réponds plus après une certaine heure. Merci Dominique Lelouvre d'être venu nous éclairer. Je rappelle que vous êtes psychologue du travail. Merci beaucoup. Avec plaisir.